izina ryanditswe n'irangi ritazima, izina ryama ryanditse mu mitima, izina Rudoviko Rwagasore, izina ritanditswe ku bisate by'amabuye, izina nzori napfa ntibagiye, izina Rudoviko Rwagasore. Shaka Rwagasore, shaka kuba intwari nka Rwagasore. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour selon votre localité. Après la clôture du programme Akavaziko et une longue période d'attente, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver pour le deuxième programme de Itorero Burundi. Et ce programme s'intitule La désaliénation, une école citoyenne de la conscience critique. C'est une émission qui se tiendra comme à l'accoutumée les dimanches au même espace et au même horaire que Akavaziko. Et nous espérons vivement partager avec vous des moments riches d'échanges dans un esprit d'humilité et de la liberté de penser afin de contribuer ensemble à la reconstruction consciente de notre nation. Nous serons ensemble tout au long de cette émission avec Kiki Daniel Ngendakumana. Bonsoir Kiki. Bonsoir Franck, bonsoir à tous et à tous nos auditeurs. Et oui, merci beaucoup et bienvenue encore une fois. Ça faisait un bail et nous espérons que nous passerons un moment ensemble avec ce nouveau programme. Oui, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité nous offerte. Nous aurons également le plaisir d'être en compagnie du docteur Alphonse Elou Gambarala. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Franck. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui seront présents dans cette séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, chers amis, ce programme se veut un espace d'échange au sein duquel Itorero Burundi, à travers la désaliénation, nous invite à penser librement afin de contribuer ensemble à la reconstruction de la nation. Nous vous invitons à participer nombreux à ce programme. Mais avant cela, nous allons d'abord faire place à Kiki Daniel pour nous parler un peu plus de cette émission, de ce programme. Kiki Daniel. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la désaliénation, l'école citoyenne de la conscience critique, qui est sur X, ce dimanche 1er février. Cette première émission pose les bases d'un parcours de réflexion sur l'aliénation et les contentieux qui traversent notre société. Pour comprendre notre présent, il faut d'abord regarder notre passé. La première partie de ce cycle a été réalisée à travers la série Akavaziko, qui a couvert l'histoire politique, sociale et culturelle du Burundi depuis novembre 2024 jusqu'à novembre 2025. C'est la série qui nous a permis de faire l'anamnèse de la maladie que nous appelons aujourd'hui l'aliénation. Ce soir, nous entamons donc la deuxième partie qui consiste à explorer les moyens de traiter cette maladie en analysant les manifestations et ses effets sur la société. La série Akavaziko nous a cette série la désaliénation va nous aider à combattre l'idéologie génocidaire car elle retrace les trois premières phases du développement de cette idéologie telle qu'elle est définie par les chercheurs en études sur le génocide. Et cette idéologie qui a profondément marqué notre histoire doit être déracinée. Et comprendre ces racines est essentiel pour pouvoir l'éradiquer et empêcher qu'elle continue à influencer les comportements et les politiques. Mu Kirundi twokwibukanya ko la première étape mu ma étape 10 agizwe na développement idéologie na mise en application ya génocide. Étape ya mbere yitwa la classification.
Un point essentiel à clarifier ce soir est la distinction entre bimwe twamye twita rehutiza et tutsiza, hakaba rero n'abavuga bati twoshira imbere l'idéologie ndi Umurundi. Pour donner un exemple concret, nous pouvons comparer ces lignes idéologiques au groupe sanguin. Abagize amahirwe yo kwiga icigwa ca physiologie barazi ko mu migwi y'amaraso dufise hari groupe sanguin A, groupe sanguin B, hakaba AB cyangwa O ariyo muri physiologie bita groupe 0. Izo groupe, ce qui les différencie, c'est la présence ou l'absence d'antigène qui est soit l'antigène anti-A, soit l'antigène anti-B. C'est de cette même manière que dushobora kudefinisa rehutiza et tutsiza par la présence ou l'absence de l'idéologie anti-Hutu pour les tutsiza et la présence en eux de l'idéologie anti-Tutsi pour les Hutiza. Cette analogie nous permet de comprendre que tout comme le sang, l'idéologie peut se transmettre, mais qu'elle n'est pas un choix individuel. L'important est de reconnaître cette dynamique et d'évaluer consciemment ce que nous pouvons ou nous voulons accepter ou rejeter. Cette série sera animée et présentée surtout en langue française, car c'est en français que tout a été planifié et caché. D'abord, nos élites intellectuelles ont été les premières à être aliénées et ont ensuite influencé les citoyens ordinaires. Donc, la grande partie de ce poison idéologique qui a été transmise d'abord en français. Vous vous rendez compte que l'idéologie génocidaire dans notre région date des années 1904, 1914, 1886. Le processus de la classification a été mis en application déjà en 1926, mais la planification a eu lieu longtemps. Quand nous parlons du génocide, quand nous parlons des actes de génocide, nous limitons d'abord sur les années 59, les années 72, les années 65, les années 93. Et nous ignorons les premières étapes. Et comme les chercheurs l'ont bien précisé, pour combattre l'idéologie du génocide, il faut des actions à chaque étape. Il faut savoir où se situent ses racines. Iyo mizi itumbereye hehe umuntu yoyirandura gute. La désaliénation ou kurogora, comme on peut le dire, c'est une phase yo gukira, sinon la maladie twarayibonye twarayiganiriye à travers l'émission Akavaziko. Elle consiste à identifier l'aliénation, analyser ses manifestations et restaurer la lucidité individuelle et collective. Donc, il ne s'agit pas de choisir une ligne idéologique à imposer, mais il s'agit de donner aux citoyens les moyens de choisir en connaissance de cause. Umuntu ashobora guhitamo yo kwinjira mu mugwi w'abahutiza cyangwa kwinjira mu mugwi w'abatutsiza cyangwa kose bobyita cyangwa kumva ko ashobora gufata umurongo wa idéologie y'umurundi yo guharanira inyungu z'umurundi. Je peux m'arrêter par ici, cette brève introduction, et puis nous allons laisser le développement par le docteur Alphonse Rugambarara. Nous rappelons que le développement ou la présentation va lui prendre au moins 1 heure, et puis on aura 1 heure et demie aux participants kugira bagire ama-échange. Kandi abaza kuba bari mu kiganiro baremerewe kuza gukoresha ikirundi canke igifaransa canke ururimi rwose bumva, sauf ko byinshi rero aza kubivuga mu gifaransa kugira ngo byinshi mu byo twavuze mu kirundi mu Kavaziko hari ibyo abantu byabagoye gutahura, kuko twako tugerageza gutraduiza ibiri originellement mu rurimi rw'igifaransa tubishyira mu kirundi, biragorera abantu benshi kubitahura. Kandi nous rendons compte que nk'uko twabivuze ko ideologie zibi zatanguye kunyengeterwa cyane cyane n'abitwa aba intellectuel, hanyuma bari buzoba zijana mu banyagihugu. Umunyagihugu umurundi wa mbere yo barafashe
umupanga akica uwundi murundi mugenzi we amuhoye ibyitwa ubwoko bamusitiwa mu 1965 na cane cane niwe byabereye Bukeye Busangana, aho abantu barenga 500 bishwe bazira ubwoko, bishwe n'abanyagihugu basanzwe babana ku mitumba. Mais l'idéologie génocidaire yatangiye kwigishwa kera ngo twayivuze, ça a pris un longtemps, yabaye processus ndende, d'abord pour faire aliéner no abitwa ngo n'aba elite, abitwa ngo ni incabwenge baciye mu ishuri, umva ko rero babizanye. Natwe rero twifuza ko pour influencer la société, pour influencer la communauté toute entière, reka abitwa ko aba intellectuels, bitwa ko baciye mu ishuri, tuganire kuri kino kiganiro, bumve babyumve mu materme clair tereke byaje. Nous posons alors ce soir les fondations d'une citoyenneté consciente et critique. D'abord, comprendre cette aliénation, ses origines et ses manifestations, c'est déjà commencé à la traiter. En particulier, comprendre l'idéologie génocidaire et ses racines, autant pas essentiel pour l'éradiquer de notre société. Notre objectif est de construire un espace où chacun peut réfléchir, choisir et agir en pleine conscience pour lui-même et pour le Burundi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kiki Daniel. Namwe muriko muratwumviriza mwumvise ko hagize ugira icyo aterera ashobora kuvuga mu rurimi rumworoheye, haba mu gifaransa canke mu kirundi, ariko ikiganiro nyezina kiri mu gifaransa. Docteur ibyadushikiriza biri mu gifaransa. Pour celles ou ceux qui ont été avec nous tout au long de Akavaziko, nous avons déjà acquis un solide bagage sur notre histoire et sur notre pays. Mais alors, qu'allons-nous apprendre à travers ce nouveau programme? Nous allons écouter notre sage, chercheur et homme politique, ancien ministre, cofondateur de la Ligue Iteka, fondateur du parti MSP Ijambo ry'Abarundi, ainsi que fondateur de cette plateforme d'éducation politique Itorero Burundi. C'est le docteur Alphonse Rugambarara. Il va nous faire part de ce que Itorero a prévu comme introduction au sujet de la désaliénation. Docteur. Merci beaucoup, Franck. Merci aussi à Kiki Daniel pour sa présentation. Et je voudrais clarifier certaines choses, certaines décisions que nous avons prises au niveau de Itorero Burundi pour cette phase sur la désaliénation. Comme l'a bien dit Kiki Daniel, nous avons été, par le contact avec l'Occident, totalement changés dans tout ce qui faisait notre civilisation. Tous les livres qui ont été écrits sur nous l'ont été en français. Et ceux qui sont parvenus à les lire ou à être enseignés dans ce que l'Occident a écrit sur nous, ce sont les intellectuels, ce sont nous qui avons été à l'école. C'est donc nous qui avons été aliénés en premier. Et il est donc que nous puissions revenir en arrière et réanalyser les livres qui nous ont été donnés dans l'enseignement pour en faire une véritable critique. C'est une invitation que je donne à chacun d'entre les intellectuels, ceux-là qui s'appellent les élites, pour comprendre à quel point nous avons été transformés. Certains peuvent dire que nous avons été transformés dans le bon sens. Mais quel bon sens quand on se rend compte que depuis la période coloniale, depuis
la période des indépendances jusque maintenant, nous n'arrivons pas à avancer. Nous n'arrivons pas à redevenir nous-mêmes. Il est important que l'on se pose en profondeur les raisons principales de cet état. Dans les séances que nous vous avons données tout au long de l'année 2025, c'était pour vous donner l'état des lieux. L'état des lieux sur notre histoire. L'histoire du Burundi, telle que nous pouvons la connaître, sachant que peut-être avant l'écriture, c'était surtout l'oralité, mais aussi la mémorisation de nos Abanyamabanga, qui gardaient pour nous cette histoire. Les ayant perdus, nous avons des difficultés à comprendre notre histoire par ceux qui l'avaient gardée. Nous ne la comprenons que par ceux qui l'ont écrit. Dans la phrase introductive sur cette série d'éducation, nous parlons d'une conscience critique. Nous voulons appeler tous les Barundis, particulièrement ceux qui sont instruits dans ces livres coloniaux, de s'imprégner de cette conscience critique. Même ce que je vais vous donner aujourd'hui, s'il vous plaît, soyez dans un état d'esprit critique, qu'il y ait des idées. Car l'une des choses que la colonisation nous a prises en grande partie, c'est notre capacité de penser et de créer des idées. Nous ne faisons que copier. Parce que cette conscience critique, nous ne l'avons pas encore suffisamment intégrée. Et là aussi, nous devons savoir pourquoi. Nous n'arrivons pas à penser par nous-mêmes, à créer par nous-mêmes. L'invite d'aujourd'hui est donc suffisamment clair pour tous ceux qui vont participer ici. Échangeons. Échangeons pour découvrir profondément ce mal qui nous ronge, ce mal qui nous rend, je dirais, uniques dans l'Afrique au vu des morts chez nous, des morts dans cette région des Grands Lacs. Ne sommes-nous pas fatigués de voir autant de morts et ne pas se poser la question profonde, pourquoi? Les réponses que l'on donne souvent sont pour moi des réponses superficielles, qui se limitent aux gens, qui se limitent aux événements. C'est telle personne, tel groupe, c'est telle période où tant de morts on a eu, mais jamais on ne passe au troisième niveau des idées. Qu'est-ce qui est derrière tous ces morts? Pourquoi? Je voudrais revenir un peu en arrière pour clarifier mes motivations quand j'ai commencé à donner ces cours. J'ai commencé à donner ces cours en 2013 au Burundi. Après une série, plusieurs années de retrait de la politique active. Je m'en suis retiré en 2004, après le constat de l'échec de l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha a été pour moi un espoir. Et avant même la signature de l'accord d'Arusha,
j'avais écrit un article au nom du parti que je présidais à l'époque, en disant à mes confrères politiciens qu'il faut espérer que cette tentative ne soit pas encore un échec, comme il y a eu d'autres tentatives depuis la naissance de la division au sein du parti UPRONA, Casablanca-Moronvia. Et je me suis interrogé à ce départ-là, pourquoi? Pourquoi nous avons eu un instrument entre nos mains, certes pas parfait, mais qui pouvait être une source de paix et de réconciliation? Pourquoi sommes-nous retournés en arrière? En arrière depuis de 40 ans. Car depuis les indépendances, depuis l'assassinat du prince Louis Rwagasore, nous ne vivons que des drames. Quelques périodes d'accalmie, mais les drames reviennent. Alors, à ce moment-là, je me suis dit qu'il y a sûrement quelque chose que nous n'avons pas touché. Et je me suis mis pratiquement dans mon métier, mes études médicales m'ont poussé à me dire qu'il faudrait peut-être pratiquer la même méthodologie que le médecin. Parce que ça ne peut être qu'un esprit malade qui peut faire ce que nous nous sommes fait, accepter ce que nous nous sommes fait, et même défendre ce que nous nous sommes fait dans le mal. Continuer à ressasser les morts, les compter, parfois en exagérant, pour continuer à faire mal à l'autre. Je me suis mis à chercher, à lire beaucoup, pour connaître en profondeur le Murundi et le Burundi. Ce n'est pas une chose facile, mais si pour le colon, lui, il nous a décrit, il n'a pas décrit le Murundi. Dans les écrits que j'ai lus, que ce soit ceux de Hans Meyer, que ce soit ceux de Jean-Paul Haroy, de ces esprits coloniaux qui nous ont gérés pendant plusieurs années, je n'ai jamais lu l'histoire du Murundi. Nous avons vu l'histoire du Mobutu, les descriptions physiques, psychologiques, moraux du Mobutu. Nous avons lu les descriptions physiques, moraux du Mututsi, du Mutwa, mais jamais du Murundi en tant que tel. Le Murundi, de façon générale, qu'est-ce qu'il est? J'aimerais demander, quand on voudra vous donner la parole, si vous avez eu la même expérience que moi, ceux qui ont pu lire sur l'histoire du Burundi. Le Murundi, l'identité au Murundi, c'est quoi? Cette identité pourtant qui a été construite pendant des siècles. Cette identité qui avait sa propre civilisation, sa propre cosmogonie, sa propre spiritualité, sa propre langue, sa propre culture, qui est retrouvée dans les proverbes, dans les Imigani, et sa propre histoire,
puisque nous avons l'histoire d'une succession de rois sans interruption aucune, sans aucun problème. Et tout ça réduit à néant parce que simplement le colonisateur a voulu construire une histoire divisée. Et nous, les élites, nous avons continué sur cette ligne. Pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a une identité au-dessus de toutes ces petites identités sectaires? Ce sont toutes ces questions que vraiment j'invite chacun à se les poser en profondeur. Je commencerai par le nom. J'ai lu il y a quelques jours un article de Kaburahe après un article de Léandre Kuyavuga dans Iwachu. Kaburahe a parlé du nom. Après les critiques sur l'article de Léandre, le nom personnel. Le nom personnel est important. Ça vous donne une identité. Une identité qui est différente d'une autre personne. Et cette identité découle d'une culture. L'identité par le nom découle d'une culture. Et cela m'a rappelé l'histoire que nous avons vue dans le film merveilleux sur l'esclavage, Racine, Roots en anglais. Ceux qui ont pu voir ce film-là se rappellent de la scène qui pour moi était la plus importante de tout le film, la scène du nom, où Kunta Kinte était frappé à mort pour qu'il accepte le nouveau nom qu'on lui avait attribué. Celui qui le fouettait lui demandait tout le temps: quel est ton nom? Il lui répondait: Kunta Kinte. Je t'ai appelé Toby. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Cette résistance, chez nous, nous ne l'avons pas faite de façon globale. Que ce soit pour le nom, le suprême nom de notre spiritualité, Iman, que ce soit pour le nom de notre pays, au Burundi, à Barundi, nous avons accepté qu'on nous transforme. Que l'on définit ces noms-là autrement. C'est la première critique que nous devons nous faire. Parce que le nom, c'est une grande chose pour quelqu'un. Cette civilisation, la nôtre, a été attaquée de toutes parts. Et ces attaques-là nous ont amenés dans une vie double au départ. Double parce qu'il y a eu des résistances.
Mais nous avons oublié ces résistances. Nous avons oublié parce qu'on nous a fait oublier. Nous avons oublié que des hommes sont morts dans la guerre contre les Allemands. En particulier, le héros majeur de cette époque-là, qui s'est sacrifié pour que Mwezi Gisabo, le symbole de la nation, ne meure pas. Umwami, c'était le symbole de la nation. Lui disparu, le pays meurt. Et pour les Burundais, pour les Barundi ou pour les Banyarwanda, pour les pays de la région des Grands Lacs, ces grands royaumes de la région des Grands Lacs, la disparition d'un roi, le pays en deuil, le pays est mort. Je crois que vous savez tous que plus rien ne se faisait. Et la plupart du temps d'ailleurs, les longs mois de deuil étaient suivis en général par une période de famine, certes courte, mais cela montrait à quel point le roi était un grand symbole. Et ce n'est pas pour rien que les colons ont tout fait pour faire disparaître ces royaumes, ces rois symboles qui leur avaient tenu résistance. Où est parti cet esprit de résistance que nous avons vu chez Mwezi Gisabo, chez Bihome, que nous avons vu chez Yuhi Musinga, qui fut finalement déporté, qui mourut loin de son pays, que nous avons vu chez Rukara, célèbre. Où est parti cet esprit de résistance? Il y a eu des Baganois, des chefs chez nous qui ont résisté. Est-ce que nous les connaissons? Non. Docteur, veuillez nous excuser pour cette coupure d'électricité. Vous pouvez reprendre là où vous étiez arrêté, s'il vous plaît? Oui, merci Franck. Il faut s'excuser auprès des auditeurs, de ceux qui sont avec nous. Je parlais donc de l'esprit de résistance. Nous ne l'avons pratiquement plus parce que nous ne sommes pas connectés avec ceux qui ont résisté à ce moment-là. Nous ne parlons pas de leur histoire. Nous ne leur accordons pas les honneurs qu'ils méritent. Si nous avons acquis l'indépendance, c'était essentiellement pour poursuivre leur résistance et pour redevenir nous-mêmes. Et nous ne devenons ce que nous sommes que par la négation intime et radicale de ce qu'on a fait de nous. Encore faut-il savoir ce qu'on a fait de nous. Ils ont fait de nous des esclaves, des singes, des colonisés, des aliénés de nos identités, des déracinés dans nos propres nations, des incapables par des arguments pseudo-scientifiques et pseudo-religieux, et nous les avons laissés faire.
nos élites, nous-mêmes, on reproduit la même idéologie de diviser pour régner, nous ont maintenus dans l'ignorance de nous-mêmes particulièrement, les divisions et l'oppression par toutes sortes de mensonges, et nous les laissons faire. Une prise de conscience s'impose, cette conscience critique, cette conscience qui invente, qui crée, qui met en avant les idées, pour sortir par nous-mêmes de cet engrenage infernal, libérer nos esprits, nos cœurs et nos nations longtemps enchaînés. Au Burundi, la colonisation a détruit une nation multiséculaire en créant des ethnies dans un pays sans ethnie. Et comme vient de le dire Kiki Daniel avec raison, s'il vous plaît, ne traduisez pas en Kirundi le mot ethnie, parce que cette traduction est fausse. Allez plutôt lire la définition du mot ethnie et vous comprendrez pourquoi dans Itorero, nous disons qu'ils ont créé des ethnies dans un pays sans ethnie, dans cette région des Grands Lacs, où nous parlons la même langue, nous avons la même culture, le même roi, la même spiritualité. Pour la majorité des autres pays africains, la colonisation a créé des nations, a créé des États nouveaux. Le Congo, ou l'État indépendant du Congo, c'est un État nouveau. À l'intérieur de cet État nouveau, il y avait des royaumes, de grands royaumes, connus pour leur structure forte. Ils ont mis ensemble de nombreuses ethnies. C'est cela le paradoxe malheureux du peuple burundi, qui nécessite une analyse et un combat différents par la négation intime et radicale de ce qu'on a fait de nous. Encore le faut-il comprendre justement ce qu'on a fait de nous. Cette ligne d'éducation que nous faisons, c'est une éducation politique, une éducation civique qui doit former le futur leader politique désaliéné. Il doit le former comme on forme un médecin. Un médecin ne peut pas soigner un corps qu'il ne connaît pas. Un leader politique ne peut pas diriger, soigner, développer un pays ou des citoyens qu'il ne connaît pas. Ce serait un imposteur, un opportuniste, un conducteur aveugle, comme on dit Ichanduka, comme on en a connu tout au long de notre histoire contemporaine. Il y a des livres que je recommande et qui m'ont aidé quelque part à faire ce cours, et de grands érudits qui ont parlé de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Le mot aliénation n'est pas mon invention. Il a été décrit par 4 grands auteurs, 4 grands chercheurs. En premier lieu, Cheikh Anta Diop, le célèbre savant sénégalais,
qui a vraiment analysé en profondeur les civilisations africaines et qui a compris quelque part leur unicité par la culture, par les langues qu'on pense différentes, mais qui sont toutes connectées et qui ont pratiquement une même source. Et c'est lui qui a parlé de l'aliénation identitaire, qui a parlé de l'aliénation culturelle. Il sera suivi par Aimé Césaire, un célèbre écrivain, africain hors d'Afrique, français de nationalité, mais africain de cœur. Le créateur, avec d'autres, de la notion de négritude, qui a aussi parlé de cette aliénation identitaire, qui était d'autant plus forte pour lui qu'il était en dehors de l'Afrique. Le troisième, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon, né en dehors de l'Afrique, mais qui a longtemps vécu en Afrique, médecin psychiatre, et qui a pu décrire, en ayant devant lui les éléments de sa recherche, c'est-à-dire les citoyens algériens dans leur aliénation et dans leur lutte contre cette aliénation. L'aliénation identitaire, l'aliénation culturelle, l'aliénation politique. Et un autre tout aussi important, mais pas du tout africain, mais qui a parlé d'une aliénation que peu connaissent, ou même ceux qui peuvent le connaître ne s'attardent pas suffisamment là-dessus. C'est Karl Marx, qui a parlé de l'aliénation économique. Nous avons donc été aliénés sur les 3 plans ou 4 plans les plus importants d'une civilisation, les plus importants d'une pratique, d'une nation pour être elle-même. L'aliénation identitaire, comme je l'ai dit, a commencé par les noms, en les traduisant ou en leur donnant des significations autres que ceux de nos ancêtres. Et dans notre aliénation, nous avons préféré prendre les définitions de la civilisation occidentale qui n'avait que des buts de nous aliéner, de nous inférioriser et de nous diviser. Et nous l'avons accepté. Et c'est ça le grand mal. Et c'est pour ça que j'ai parlé de résistance. Comment résister? Comment revenir à cet état d'esprit avec ces grands hommes dont j'ai parlé? Nous avons l'aliénation culturelle, qui englobe aussi l'aliénation spirituelle. L'aliénation culturelle, la culture, c'est d'abord et avant tout la langue. Et ici, justement, je vous parle en français parce que nous avons appris le français
pour nous aliéner. Et nous devons nous introduire dans la pensée de ceux qui nous ont aliénés pour voir à quel point ils nous ont aliénés. On a parlé du nom. On peut parler des proverbes. On peut parler de tout ce qui faisait l'éducation du Burundi avant l'arrivée du colon. Il y avait l'éducation. Si nous avons pris le mot Itorero Burundi, Itorero c'était l'école qui formait les élites. C'est cela que nous voudrions que dans l'esprit des prochains leaders de demain, il y ait justement cette capacité de révolte, cette capacité de nous réinventer nous-mêmes. Quand je parle d'inventer, il y a 2 livres aussi importants pour comprendre cette aliénation. L'un, c'est écrit par Jean-Pierre Chrétien, L'invention des pays des Grands Lacs. L'autre est écrit par un écrivain, philosophe congolais-américain que peu connaissent, le philosophe Mudimbe. L'invention de l'Afrique, où il s'attelle à entrer dans la philosophie africaine et nous montrer à quel point nous avons été inventés par le colon, même dans la philosophie, alors que nous avions notre propre philosophie rendue par la spiritualité, rendue par nos valeurs, rendue par nos contes. Ces auteurs-là, je les recommande parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Je voudrais juste citer une phrase de Frantz Fanon pour que vous pouvez redevenir responsable de la destinée de nos pays, en particulier notre pays qui a le plus souffert avec le Rwanda, le Congo, de cette aliénation, de ces aliénations. Frantz Fanon nous dit ceci: être responsable dans un pays sous-développé, c'est savoir que tout repose en définitive sur l'éducation des masses, sur l'élévation de la pensée, sur ce qu'on appelle trop rapidement la politisation. Le mot politique est devenu comme une tare, parce qu'on ne fait pas justement la bonne politique. Politiser, c'est ouvrir l'esprit, c'est éveiller l'esprit, mettre au monde l'esprit. C'est comme disait Aimé Césaire, inventer des âmes. Politiser les masses, ce n'est pas
Et ça ne peut être faire un discours politique. C'est s'acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elles. Que si nous stagnons, c'est de leur faute. Et que si nous avançons, c'est aussi de leur faute. Qu'il n'y a pas de demi-dieu, qu'il n'y a pas d'homme illustre et responsable de tout, mais que le demi-dieu, c'est le peuple. Et que les mains magiciennes ne sont en définitive que les mains du peuple. Et c'est vous les élites, ça c'est moi qui ajoute, et c'est vous les élites qui devriez être les leaders de ces peuples, de ces masses, quand vous serez réellement politisés. Quand vous aurez élevé, ou quand nous aurons élevé notre pensée pour créer des idées qui nous soient favorables. Quand vous aurez compris la profondeur de nos aliénations et que vous soyez conscients qu'il nous faut d'abord nous-mêmes nous guérir. Lorsqu'on parle des étapes de changement, si on veut changer un pays, même quand on veut changer une société ou un business, tout ce qui est appelé à changer, la première étape, c'est d'abord changer soi-même. Ensuite, changer avec les autres. C'est une guerre permanente. Mais quand on stagne, quand on reste dans cette aliénation, on continuera à tourner en rond. On continuera à s'invectiver. Alors que nous avons tous été victimes. Que vous soyez dans la ligne idéologique de Hutisans, que vous soyez dans la ligne idéologique de Tutsisans, que vous soyez même dans la ligne idéologique de nationalistes, sachez que nous avons tous été et nous sommes encore des victimes, des aliénés, parce que nous ignorons nous-mêmes. Nous ignorons ces paradigmes de notre civilisation, sur lesquels les valeurs de nos ancêtres qui ont construit ces pays, sur lesquels se sont appuyés. C'est à nous de les découvrir. Nous avons procédé à la présentation de l'histoire en 3 étapes. La première étape, nous l'avons appelée l'étape identitaire propre. C'était à nous, peu importe ce qui est bien ou ce qui est mal, mais c'est à nous. Nos ancêtres ont pensé les institutions. On pensait à Wanyamabanga, on pensait au Shinganai, on pensait Imana, on pensait au Ubuntu. C'est eux, ce ne sont pas des choses importées. Mais pourquoi nous les négligeons aujourd'hui? Pour prendre des non-valeurs. Et pourtant, nos aïeux nous avaient avertis. Les adages ou les petits proverbes ou Yusoko nous enseignent. Je vais vous donner l'Isoko que vous négligez de comprendre le sens profond.
muraza kunyishura nibabaha ijambo sokwe niruze ubutindi buhetse ubundi. Réfléchissez avant tout à ce que signifie le mot umutindi. Et vous comprendrez peut-être le message que nos ancêtres nous ont transmis. Et si vous êtes suffisamment courageux, vous suivrez cet adage. Parlons donc des aliénations, pour les comprendre encore plus, très rapidement, et la parole sera à vous. L'aliénation identitaire. J'ai parlé du nom. Tous ces noms que nos ancêtres avaient pour s'identifier et que le colon a transformé dans sa propre compréhension. Umurundi, akaranga, ubwoko nkomoko, ubwoko bw'imibereho, ubwoko bw'inka, ubwoko bw'inyoni, ubwoko bw'ibiterwa. Et ce mot a été défini de façon péremptoire et définitive, malheureusement, dans nos têtes, par le mot ethnie. Umuryango. Umuryango, essayez de le définir. Uko abakera bawumva. Comment nos ancêtres concevaient le mot umuryango, qui est synonyme d'ubwoko nkomoko. Les miryango les plus importants avaient leur propre royaume. Mais ce mot-là a été défini par le mot clan. Clan, allez voir sa définition. Par rapport au mot muryango, c'est très réducteur. Très réducteur. Et ici, j'espère qu'il y a des historiens dans ceux qui nous écoutent ici. Sur le plan de l'aliénation identitaire, il y a vraiment des choses absurdes. Et d'ailleurs, le prince Guiro Agasore a écrit un article intitulé « Au pays de l'absurde ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? Cette absurdité se retrouve justement dans la définition de nos identités par des termes inventés de toutes pièces pour nous aliéner. Je parlerai en particulier des deux mots qui reviennent régulièrement dans les invectives de certains petits politiciens qui se croient des politiciens ou qui se croient des chercheurs. C'est les mots hamites et les mots bantous. Il y a eu
dans cette même ligne d'état d'esprit, la création d'autres mots que nous utilisons sans même en saisir le sens, sans même constater qu'ils viennent de ces mots hamit, bantou. Le mot hamit signifiant Umututsi, le mot bantou signifiant Umutu. Messieurs les historiens, mesdames et messieurs les politiciens, qu'est-ce que vous savez de ces deux mots-là que beaucoup utilisent de façon régulière? D'où sont-ils venus? Quelle est leur signification profonde? Nous allons en discuter tout à l'heure, mais je vais orienter. Le mot hamit vient de ham. Je sais que beaucoup le savent, mais il nous faut répéter encore, parce que beaucoup n'ont pas encore compris le sens de cette aliénation. Ça vient de la Bible. Ham, un des fils de Noé, qui a été maudit et qui, soi-disant, est le père des Noirs, de la race noire, puisque les trois fils sont ceux qui ont produit les trois grandes races. Et c'est là où le racisme a commencé. Parce qu'il y a eu des supérieurs et des inférieurs. Hamit est donc, d'après la Bible et d'après celui qui a mis en avant ce mot-là, John Henrik Speck, Ham est le père des Noirs et qui a donné le mot Hamit. Alors j'aimerais demander aux historiens, aux intellectuels que vous êtes, comment cela se fait-il que cette orientation de départ, de maudire la race noire, il s'est trouvé après de nombreuses années, de nombreux écrits, etc., nombreuses années de colonisation, que le mot Hamit soit accolé au seul Batutsi de la région des Grands Lacs. Pouvez-vous me comprendre, me répondre sur cette question? Deux, le mot bantou. À l'origine, dans la classification, encore une fois, c'est eux qui classent les langues. Dans cette classification, bantou veut dire ceux qui parlent une langue dont le mot principal pour dire homme, c'est bantou, batu, batu, etc. Alors dites-moi, messieurs les historiens, messieurs les linguistes, encore une fois, comment nous sommes-nous retrouvés dans cette région des Grands Lacs à dire que seuls les Bahutus sont des Bantous. Et pourtant, nous avons la même langue depuis des millénaires, sans aucune autre consonance nilotique, soudanique, afro-asiatique dans la classification des langues. Comment avons-nous pu, ou continuons-nous à accepter cette falsification?
cette aliénation identitaire. Nous devons nous poser des questions profondes, très sérieuses. Et partant, on a accolé des épithètes, des attributs moraux à ces identités prétendument ethniques. Ça fait mal quand on peut lire dans le livre de Hans Meyer, qui le premier a commencé à définir sur le plan moral, sur le plan physique, ces personnes, alors que dans les anciens temps, ce n'était pas le cas. Les valeurs humaines étaient beaucoup plus importantes que le physique. Mais le physique découle du racisme. Et ce racisme, nous savons d'où il est venu, dans cette classification raciale. Alors j'aimerais encore demander une question sur ces deux. Si Ham, Hamit, j'ai posé la question, si Hamit découle de Ham, le père des Noirs, comment ça se fait que ceux qu'on appelle les Bantous ne soient pas aussi dans cette classification de Noirs? Ne sont-ils pas Noirs? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que vous les mettez dans les trois races, s'il vous plaît? Je veux vous amener à cette conscience critique, à aller en profondeur de ce qu'on nous a mis dans la tête, et de sortir, de les mettre devant nous et de poser la question. Est-ce que c'est logique, ce qu'ils nous ont dit? Sans aucun sentimentalisme, c'est juste une analyse intellectuelle. Qu'est-ce que ça signifie? D'où ça vient? Pourquoi cette définition s'applique comme ça? Il est important que nous fassions ce genre d'exercice pour que la capacité de penser revienne, la capacité de se critiquer et de critiquer ce qu'on nous colle dessus revienne. Nous ne devenons ce que nous sommes que par la négation intime et radicale de ce qu'on a fait de nous. Faisons donc un effort pour devenir ce que nous sommes. Et cet effort-là passe par la critique. Ces questions-là, j'aimerais sincèrement qu'on y revienne lorsque vous aurez la parole, pour me donner ou donner à nous tous des réponses, et particulièrement, messieurs les historiens, messieurs et mesdames les linguistes, s'il vous plaît. Il y va de notre avenir demain. Il y va de notre capacité d'arrêter cet enfer dans lequel nous sommes depuis la colonisation, depuis l'indépendance. Pour ce qui est de l'aliénation identitaire, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je m'en arrête juste à ces questions-là. J'ai dit, il y a d'autres mots que l'on a amenés en Kirundi, Kinyarwanda, pour continuer sur cette orientation même de Hamit Bantou. Parce qu'on vous a dit, il y en a qui sont venus avant, d'autres après, etc. Si nous revenons à l'identité première de Ham, noir, nous sommes tous des noirs.
les Noirs ont migré à l'intérieur de leur continent. Les Noirs ont créé des royaumes, ont créé des civilisations, ont créé des langues, ont créé la spiritualité. Et quand on regarde même au niveau de la spiritualité, il n'y a pas de grande différence. On va y retoucher la spiritualité tout à l'heure. Mais comment pouvez-vous parler de ceux qui sont venus avant, après, etc. Venant d'où? Allant où? Si ce n'est en Afrique. Dans cette terre de Ham, si nous nous référons à la Bible, et même si nous nous référons à la science, c'est ici. Et ceux qui ont peuplé les autres continents sont partis d'ici. Alors si ces gens-là, qu'on dit qu'ils sont venus après, et qu'ils sont noirs, ne circulaient-ils pas sur leur propre terre? On nous parle de Abasangwa Butaka, ibimanuka. Ibimanuka byamanutse bivahe. Certains disent qu'ils sont tombés du ciel. Là, dans notre spiritualité, la notion de ciel, elle n'existe pas. Ubutaka, cette terre-là, c'est quelle terre? Est-ce la terre Rwanda? Est-ce la terre Burundi? C'est la terre de quoi? Aujourd'hui, pour toujours continuer dans ces différenciations, divide et impera, au Burundi, on différencie abanyagihugu, abenegihugu, dans le même sens, malheureusement. C'est cette aliénation identitaire que nous devons comprendre en profondeur. Et ces questions posées, s'il vous plaît, répondez-y. Et envoyez l'absurdité profonde. Mais pour ceux qui les ont inventés, ce n'est pas de l'absurdité. C'est un programme. C'est un programme politique, un programme colonial. Et qui, encore une fois, est écrit. Et là, je vais vous parler de 3 livres. J'en ajouterai même en 4e, le Testament de Bismarck pour parler de 1985. Die Barundi, ou les Barundi de Hans Meyer est particulièrement intéressant. Je vous demande d'aller lire les descriptions du Mobutu, les descriptions du Mututsi. Il n'y a que du négatif. Et ces descriptions, nous les reprenons nous-mêmes. Ici, je voudrais d'ailleurs rendre un hommage à professeur Vilanami Gérard, avec lequel nous avons tenu des séances en direction des jeunes réfugiés au Rwanda sur l'histoire, sur les identités. Et nous avions fait un exercice où nous demandions à chacun de ceux qui assistaient de noter sur un papier s'il était prétendument Mututsi, s'il était prétendument Hutu,
Rumutwa, d'écrire ce que dans la société burundaise, on pense du Mobutu, si on veut décrire Mobutu. Et si on veut décrire Mobutu aussi. Si on veut décrire Umutwa. Et je vous demande aussi de faire cet exercice-là. Parce que ça va vous aider quelque part pour, encore une fois, constater l'absurdité de ces choses-là. Parce que vous n'allez décrire que du négatif, j'en suis convaincu. Parce que justement, Hans Meyer, l'auteur de tout ça, et les auteurs qui lui ont suivi, ont décrit tel qu'il voulait que nous soyons. Et malheureusement, quelque part, nous avons accepté. Et nous sommes devenus ce que eux voulaient que nous soyons. Cherchez le livre d'I. Baronti. Il y a deux auteurs aussi que je recommande. L'un a disparu, malheureusement, le Murundi Nicolas Mayugi. L'autre est toujours en vie. Très grand écrivain, qui a écrit beaucoup, mais qui, comme moi, n'est pas historien d'origine. Antoine Mugesera. Ils ont écrit deux livres magnifiques. L'un, c'était L'interethnique résistante pour la lutte contre l'idéologie du génocide. Nicolas Mayugi a été le premier à décrire les 5 étapes principales pour la création de l'idéologie d'exclusion et de génocide. Je vous le recommande pour que vous le compreniez en profondeur. Antoine Mugesera a écrit 5 livres, dont le premier, le plus important, sur la désintégration de la nation, parlait du Rwanda. Nous avons subi les mêmes attaques sur notre identité et nous avons subi les mêmes aliénations identitaires. Voilà pour l'aliénation identitaire. L'aliénation culturelle et spirituelle. La philosophie. Qu'est-ce que nous savons de notre philosophie? Nous parlons de l'Ubuntu, le grand pilier de la philosophie et des vertus. Est-ce que nous vivons l'Ubuntu? Ne sommes-nous pas devenus Sebatindi que nos ancêtres décrivaient quand ils sont arrivés? N'avons-nous pas perdu toutes ces valeurs? C'est éthique dans notre philosophie. Il n'y a plus de logique en nous. Il n'y a plus d'éthique. Comme je l'ai dit, il n'y a plus de capacité de critique. Parce que la pensée, on l'a éteinte. L'éducation que nous donnaient nos ancêtres s'est perdue. Et le colon qui a voulu, soi-disant, nous former, ne formait que des auxiliaires. Tout ça aussi, c'est écrit dans leur programme de formation. Astrida, c'est une école secondaire pour former des auxiliaires. C'est écrit. Il ne pouvait donc pas penser autrement. Et ce qu'ils nous ont transmis aussi,
mis à part quelques esprits révoltés, ce qu'ils nous ont transmis, c'est la pensée de l'auxiliaire. Ça ne va pas plus loin. Il faut s'en rendre compte, s'il vous plaît. Nk'uko tuvuga mu Kirundi, ingwara urayirata. Encore faut-il yuko uyimenya. C'est cette partie philosophique dont parle dans son livre L'invention de l'Afrique, Mudimbe. Alexis Kagame a écrit un livre. Alexis Kagame, sur le plan de la philosophie, il a fait un travail énorme. Mais je demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de ces écrits d'Alexis Kagame sur la philosophie? Est-ce qu'on les enseigne? Non. Mais sur ce qu'il a écrit sur l'histoire, sous la dictée des Européens, ça, sincèrement, je ne vous le recommande pas. Ces ambiguïtés de nos auteurs, de nos chercheurs, qui font du bon travail de recherche, mais qui malheureusement sont orientés dans le sens que le colon voudrait. L'aliénation culturelle, c'est l'aliénation spirituelle. J'ai commencé par parler de l'article de Iwachu et d'une réponse de Kaburahe Mbaga sur le nom. Ça découlait du fait que aujourd'hui, certains Barundi, et sincèrement, j'applaudis, parce que même malheureusement, moi je ne l'ai pas fait, veulent donner des prénoms en Kirundi à leurs enfants. Et certains prêtres refusent. Mon nom que m'a donné mon père dans ma plus jeune enfance, c'est Ndaïkeza. Quand je compare par rapport à Ndaïkeza, Gukeza Imana, par rapport à Imana, quand je compare ce nom au prénom Alphonse, dont je ne connais pas la signification jusqu'à présent, mais qui fut le prénom du roi à qui on a donné les terres africaines pour les exploiter comme il voulait, de faire des Africains ce qu'il voulait, par le pape Nicolas V. Je dis c'est grave. Entre les deux, il n'y a pas de commune mesure. Quel est le nom qui est beaucoup plus proche d'Iman, si ce n'est pas Ndaïkeza? Dans les actes, dans la signification. Chacun de vous peut faire la même réflexion. C'est encore une fois une capacité de critique à laquelle je vous invite. Non pas rester dans des choses par peur, puisqu'ils nous ont amenés au Murilu Dahera, mais juste par conviction, par une logique. Il y a plus une logique à m'appeler Ndaïkeza qu'à m'appeler Alphonse par rapport à la spiritualité de nos anciens. Mais nous avons appris à la critiquer, la dévaloriser, etc. Mais encore une fois, je reviens sur
la traduction des mots de nos ancêtres. L'un des mots qui me choque le plus quand j'ai appris ce que ça signifiait et que j'ai appris ce qu'en ont fait les prêtres, les colons, c'est un énorme choc. Ibishegu. C'est à peine si vous osez prononcer ce mot. Parce qu'il a une connotation négative. Alors que dans notre spiritualité, c'est un mot sacré, identique à celui de prêtre. C'est l'officiant qui aidait aux gens à Kubanda. Et Kubanda, ce mot-là, c'est prier. C'est tout. Quand vous allez à l'église, vous êtes en train de Kubanda. Kubanda dans la tradition chrétienne catholique, qui aujourd'hui a pris plusieurs formes. Regardez la forme des Wakizwa et la forme des catholiques, c'est totalement différent. Pourquoi? Oui, eux, ils ont la capacité de penser autrement dans une même philosophie, mais pas nous. Parce que nous avons quoi? Une absence, une incapacité de critique. Il dit chez vous, tout simplement, pensez à ça. Au Muzimu. Muzimu, c'est l'esprit du défunt. Et c'est devenu comme une horreur. Non, Muzimu. Le mot Muzimu, quand on en parle, c'est le mal. S'il vous plaît. Sogokuru wawe yagukunze. Yaguhaye ubuzima. Iyo bakubwiye iti umuzimu wiwe, ça devient une horreur. Pourquoi? Sommes-nous à peine conscients de ça? Conscients de cette rupture de racines? C'est ça que la spiritualité importée nous a fait. Nous couper de ces racines-là. Nous couper de cette lignée de sang. D'ailleurs, on a même des difficultés à dire les noms de nos ancêtres jusqu'au moins à la 10e génération. Certains le peuvent, si les Baganois ou les Banyiginya au pouvoir au Rwanda depuis des siècles, ils peuvent, parce qu'il y avait les Banyamabanga ou les Abiru pour retenir pour eux les différentes successions de générations. Mais le commun des Barundi, très peu. Mais vous n'hésiterez pas à croire aux colons qui écrit qu'en fait, non, vous venez d'ici, vous venez de là-bas. Ah oui. Vous n'êtes même pas capable de dire mon arrière-arrière-grand-père vient d'ici. Mais vous serez complètement convaincu que oui, vous venez du Cameroun, oui. Nous venons d'Éthiopie, oui. Ah oui. Pensée critique, s'il vous plaît. Occupez-vous au moins de vos ancêtres. Et je vous assure que vous serez étonné de constater que, en définitive,
cette terre des Grands Lacs, c'est là où vos ancêtres sont, nulle part ailleurs. C'est ici. Parce qu'ils ont construit ces pays, ils ont construit ces royaumes. D'ailleurs, si on revient au Milyango, si nous ne changeons pas de porte d'entrée, je l'ai dit dans d'autres cours, pour connaître l'histoire de ce pays et partir des Milyango, partir de ces généalogies qui sont les nôtres, nous ne connaîtrons pas vraiment l'histoire de nos pays. Finalement, même Jean-Pierre Chrétien, dans certains de ses écrits, il a reconnu que l'identité première, c'est le Mulyango. Et là, je vais vous raconter par rapport à cette spiritualité et cette lignée, une expédition de recherche que j'ai faite en début de cette année, début du mois de janvier. Il y a eu une recommandation à Karanga de l'abbé Naona, parce qu'ils ont beaucoup parlé des Milyango. Il a recommandé que les uns et les autres cherchaient l'histoire de vos Milyango. Au lieu de chercher l'histoire des Bahutu et des Batutsi, qui n'ont pas de sens réellement, cherchez l'histoire de vos Milyango. Dans mes précédentes recherches, il y avait un mot, Docteur, oui. Je suis en train sans vous interrompre, vous pouvez... Oui. Oui, je vais aller rapidement pour terminer sur les aliénations. Mais cette anecdote mérite d'être entendue par ceux qui nous écoutent. Parce que je continue mes recherches et j'ai recherché par rapport au Babanda, puisque mon Mulyango d'origine, c'est Mubanda. Et j'ai trouvé un nom de lieu, Ibanda. En recherchant dans ce qui aurait été écrit sur le mot Ibanda, à ma grande surprise, je retrouve un endroit qui s'appelle Ibandwa. Et dans la description qu'on donne à cet endroit-là, on dit que c'est un lieu de culte. Alors j'ai dit, je dois aller voir ce lieu-là. C'est quoi? J'y suis allé et vraiment ce que j'ai trouvé là a dépassé ce que j'attendais parce que ça m'a beaucoup plus introduit dans les aspects spirituels de la région du Grand Lac. J'ai trouvé un endroit sacré où, d'après ceux qui nous guidaient là-bas, s'est produit les premières façons de prier. Imana, Uruhanga, et ce lieu s'appelait Ibandwa. Nulle part ailleurs dans la région des Grands Lacs, on trouve ce lieu Ibandwa. Mais les descriptions de là où les gens priaient à la manière ancienne m'ont rappelé, chez nous au Burundi, Gasumukamwaro. C'était une grotte très en hauteur. Il y avait aussi un autre endroit où l'eau venait de la pierre, une eau de source. Et cet endroit-là, aujourd'hui, il est visité par beaucoup de gens, mais dans le genre tourisme.
mais il y a des personnes qui prient encore là-bas. Et donc, j'ai eu beaucoup d'informations que je vous partagerai un jour si on parle en longueur de la spiritualité, qui m'ont montré qu'en fait, ce que j'avais déjà lu sur le Kouvandoua remplissait toute cette région des Grands Lacs, que nous avons la même spiritualité. Là-bas, le personnage qui symbolise celui qui a amené ce culte-là, il s'appelle Wamara, qui fut un roi, et qui a préféré se consacrer ou consacrer son pays à Imana Ruhanga. Wamara, c'est l'équivalent de Lyangombe pour le Rwanda, c'est l'équivalent de Kiranga pour le Burundi. Et leur histoire, dans leur histoire, il y a toujours l'histoire d'un buffle taureau. Je dis, mais cette unicité-là, nous ne la connaissons pas. Autre chose que j'ai fait, je dis, pour le moment, ayant compris que l'identité première de chez nous, c'est Umuryango, tous ceux avec qui nous avons fait l'expédition, quand je leur demandais de se présenter ou quand je me présentais, je leur demandais Umuryango wayi. Je vous assure que j'ai été extrêmement surpris. Dans le groupe qu'il y avait Abanyiginya, plutôt Umunyiginya, il y avait Umungura, il y avait Umutimbo, il y avait Umukimbiri, il y avait Umushambo. Je suis tombé des nues. D'abord Umutimbo. Abatimbo, c'est chez nous. Abatimbo, c'est le Gisaka. Mais nous sommes bêtes à ce point que nous ne faisons pas des recherches dans ce sens-là. Abakimbiri, c'est au sud du Burundi, en Tanzanie. C'est incroyable. Abashambo, ils sont partout dans la région. Ababanda, ils sont partout dans la région. Alors, quel est ce Utaka dont nous parlons? Ce sont des questions que nous devons nous interroger et nous amener à aller en profondeur pour ce que nous sommes. L'aliénation qui suit, l'aliénation économique. Avant la colonisation, les Barundi avaient leur propre économie qui les nourrissait. Ils n'avaient pas besoin d'importation, tout ce que vous voulez. Mais quand le colon est venu, tout a changé. Notre économie est devenue une économie tournée vers l'extérieur. Des plantations que nous ne consommons pas, mais que nous vendions. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Nous sommes dans une économie coloniale. Comme à l'époque, quand Marx a écrit Le Capital, les prolétaires étaient dans une économie capitaliste qui les maintenait dans une situation d'aliénés de leur travail. Nous sommes aussi aliénés de notre travail. Voilà, je m'en arrête ici pour ce qui est de l'aliénation, mais ce que je vous demande, et je le répète encore une fois, soyez dans la critique, ayez une conscience critique. Interrogez-vous sur ce qu'on a fait de nous pour que nous puissions nous en sortir. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour votre présentation.